Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Demain à la Une pour découvrir ce qui fera la une de l'actualité de la semaine à venir. Au sommaire, discours d'adieu de Barack Obama le 10 janvier prochain à Chicago, son fief politique, là où tout avait commencé il y a 8 ans. L'occasion pour le président sortant de faire le bilan de ses 2 mandats, de mettre une touche finale à son héritage et aussi de préparer son avenir, puisque le plus glamour des chefs d'État n'a que 55 ans. Mais entre promesses non tenues et garanties que les républicains déferont son ouvrage, que restera-t-il? Nous verrons cela en première partie d'émission. Au Mali, Bamako s'apprête à accueillir le sommet Afrique-France, le 27e du genre. Il sera bien sûr question de lutte contre le terrorisme, de coopération économique, peut-être aussi en marge de défense de la démocratie. Quels enjeux, mais surtout quelle utilité pour ce rendez-vous que certains jugent désuet? Réponse en deuxième partie de programme, où il sera aussi question de cinéma. À Hollywood, en effet, les Golden Globes inaugurent la saison des prix. Parmi les favoris, une comédie musicale, La La Land, mais aussi Moonlight, l'histoire d'un jeune noir homosexuel élevé par une toxicomane. Nous ferons le point de cette cérémonie où les films français seront bien représentés. Mais pour commencer, direction Washington, ou plutôt Chicago, où le président Obama va prononcer son discours d'adieu. Pour en parler avec nous, James André et Baptiste Falvoz, grands reporters et chroniqueurs de politique internationale à France 24, côté français. Merci, messieurs, d'être avec nous. Alors évidemment, on va parler de l'héritage politique, de l'héritage économique d'Obama. Mais avant ça, je vous propose de regarder cette image. C'est le carton d'invitation officielle pour le discours d'adieu de Barack Obama. On dirait une affiche de cinéma. En tout cas, on sent la communication extrêmement maîtrisée. Et James, j'ai envie de vous demander, Obama, effectivement, n'a que 55 ans. Il essaye de se peaufiner une image pour la suite parce qu'il a encore un avenir professionnel. Est-ce que vous avez des pistes pour la suite ? Alors, on sait quelques petites choses de l'avenir professionnel de Barack Obama. Ce qu'on sait d'abord, c'est qu'il va respecter un certain nombre de traditions bien américaines. Il y aura une bibliothèque présidentielle qui va donc inaugurer à Chicago, donc là, du classique. On sait également qu'il a déjà préparé la mise en place d'une fondation Obama qui est en train de se développer. Alors même où nous parlons, il y a déjà des personnes qui travaillent sur cette future fondation. Après, on ne sait pas s'il va se lancer dans le circuit des conférences. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que Barack Obama va rester à Washington et c'est pas forcément un acquis pour les anciens présidents des États-Unis. Normalement, ils repartent dans leur fief historique, ou en tout cas, ils quittent la capitale américaine. Mais là, en l'occurrence, Barack Obama va rester parce que sa fille n'a pas fini ses études, donc elle va finir son high school. Il va donc rester 2 ans. Les Obama ont déjà loué une maison, une superbe maison dans une des banlieues les plus huppées de Washington, une maison qui est estimée à 5,3 millions de dollars pour la petite histoire. Et ils vont donc s'installer là pour 2 ans minimum. Autant dire que Barack Obama sera certainement extrêmement courtisé pour prendre la parole lors de tous les innombrables événements qui doivent se faire à Washington. En revanche, il a donné une petite piste quand même quant à ce qui lui tenait à cœur. Et ce qui lui tient à cœur, c'est de faire émerger de nouveaux talents libéraux. Alors libéraux au sens américain du terme, c'est-à-dire l'avenir des démocrates. Il dit qu'il a déjà repéré un certain nombre de jeunes qui ont un réel potentiel de leader. Il veut les coacher, il veut les encourager et il veut rebâtir le parti démocrate. Donc, en tout cas, il ne quitte pas complètement la politique, mais il veut rester derrière, dans les coulisses. Et il se voit comme une sorte de grand conseiller. D'accord, donc plus un avenir politique qu'un avenir dans les studios de Hollywood, comme certains l'envisageaient pour lui. Qu'est-ce que vous retenez tous les deux, Baptiste Falvoz, de l'héritage Obama, 8 ans quand même à la tête de ce grand pays? Je dirais que sa plus grande réussite est certainement économique. C'est une réussite qui ne se mesure pas à long terme, plutôt une réussite dans le cadre d'un sauvetage de l'économie. Il arrive au pouvoir en 2009. L'économie américaine est au lendemain de la crise des subprimes. Les banques sont en train de s'écrouler. George Bush a commencé à mettre la main au portefeuille, mais Barack Obama va agir assez vite avec ce fameux plan de relance de plus de 700 milliards de dollars quand même. Il a également sauvé, vraiment sauvé, mais en tout cas aider une partie de Détroit à se redresser, ces fameux constructeurs automobiles, Ford, General Motors, Chrysler. Et donc finalement, il a quand même assez rapidement amélioré l'économie américaine, une économie qui se porte mieux. Aujourd'hui, il y a quand même un taux de chômage qui est relativement faible, en dessous des 5%. Une croissance quand même qui n'est pas aussi bonne qu'espérée. On aura du mal à atteindre les 2% en 2016. Mais il a vraiment eu un rôle d'acteur d'urgence. L'autre succès de Barack Obama, c'est bien sûr l'Obamacare. Je crois qu'on va en parler un peu plus
plus tard, avec ces dizaines de millions d'Américains qui peuvent désormais être couverts par la protection sociale. Et puis il y a aussi quand même d'autres grands dossiers sur lesquels Barack Obama n'a pas eu les résultats qu'il aurait espéré. D'abord les tensions raciales aux États-Unis, et puis aussi surtout la limitation, la restriction des ventes d'armes à feu. Il voulait limiter l'accès à ces armes à feu. Il a été énormément bloqué par les républicains en Congrès, et forcément c'est ce qu'on peut retenir quand même comme un échec. Bon, en tout cas, du côté économique, plutôt un bilan positif. D'ailleurs, c'est ce qui met beaucoup en avant. Il a écrit une lettre aux Américains. On a l'impression que les adieux n'en finissent pas avec Barack Obama. Et dans une lettre aux Américains, il a dit oui, le redressement économique, c'est moi. James, vous retenez, qu'est-ce que vous retenez? Est-ce que sur le plan diplomatique aussi, il a été quand même beaucoup critiqué parce qu'il avait annoncé beaucoup de choses et finalement ne s'y est pas véritablement tenu. Il a beaucoup déçu. Certains disent qu'il a fait preuve de faiblesse. Qu'est-ce que vous allez retenir, vous, de ce bilan? Écoutez, moi je retiens, sur le plan de la diplomatie, on peut dire qu'il y a effectivement une doctrine Obama. Ça, c'est quelque chose qui est assez évident. C'est un fil conducteur dans tout ce qu'il a fait. Et il y a des réussites et il y a des échecs. Alors, au chapitre des réussites, on peut mettre Cuba et on peut mettre l'Iran, qui sont des exemples vraiment flagrants de ce qu'est cette doctrine Obama et cette nouvelle façon, finalement, d'aborder les États-Unis comme superpuissance dans le monde, avec des résultats mitigés, on y reviendra. Mais en tout cas, pour Cuba et pour l'Iran, le plan d'Obama est de dire on a fermé la porte à ces pays, on les a marginalisés, on n'a pas de résultats. Il dit voilà, pendant 50 ans, Cuba a été sous embargo américain, et voilà où nous en sommes. Et ça, c'est irréversible, y compris pour l'Iran? Irréversible veut dire que Trump pourra le défaire. J'y reviens juste dans un instant. Mais en tout cas, son plan était de dire on a fermé la porte, ça n'a servi à rien. Donc ouvrons la porte. Lui, il a dit montrons au peuple de ces pays ce qu'est l'Amérique, et quand ils l'auront vu, ils feront d'eux-mêmes tomber leur dictateur ou leur régime. Et ça a été sa théorie. Et c'est vrai que si on prend Cuba, l'Iran, ça se passe... Ça, en tout cas, le Cuba a l'air de vouloir fonctionner, et quant à l'Iran, c'est plus compliqué, mais en tout cas, c'est une façon de faire, et c'est une façon de faire qui a été assez nouvelle. Alors maintenant, quand vous dites est-ce que c'est réversible ? Oui et non. Pourquoi? Parce qu'effectivement, Donald Trump va pouvoir, par exemple, se fâcher de manière très violente avec aussi bien les gouvernements de Cuba que ceux d'Iran. Maintenant, si on prend le cas de Cuba, ce qu'a fait Barack Obama a voulu rendre les choses irréversibles. Il l'a fait comment? Il l'a fait en se rendant sur place, et il l'a fait également en ouvrant le marché aux entreprises américaines. Aujourd'hui, il y a des investissements américains qui sont assez importants, voire très importants à Cuba, et ce sont les entreprises américaines qui vont empêcher potentiellement l'administration qui arrive de fermer la porte à Cuba. Ce qui est de l'Iran, c'est plus compliqué parce que l'Iran, il y a toujours eu une méfiance, il y a toujours une crainte que cela puisse à nouveau s'arrêter. Donc il n'y a pas eu de gros investissements ou d'investissements très massifs, on va dire, des grandes entreprises américaines qui se sont toujours demandé s'il n'y aurait pas de nouveau une fermeture de porte. Et puis, juste pour conclure sur cet effet de politique étrangère, c'est vrai que ce qu'on a beaucoup reproché par contre à Barack Obama, c'est un manque de force, de direction, notamment sur le conflit syrien. On se souvient de la fameuse ligne rouge. Et en cela, il a, pour certains, décrédibilisé l'Amérique, c'est-à-dire que l'Amérique a fait des menaces qu'elle n'a ensuite finalement pas mise en application, et ça c'est quelque chose qui, selon beaucoup d'observateurs, aura nui à la très grande puissance américaine, c'est-à-dire le fait que, eh bien, il a laissé des choses dériver qu'il n'aurait peut-être pas dû laisser dériver. Alors, Donald Trump va entrer en fonction 10 jours après ce discours d'adieu. On ne sait pas encore véritablement dans quelle direction on va aller. En tout cas, ce qu'il a promis et ce qu'ont promis les Républicains, c'est de défaire l'héritage de Barack Obama très rapidement. Est-ce que cet héritage, que ce soit économique ou en matière de politique étrangère, est-ce qu'il est véritablement en danger? Et quels sont les moyens dont disposent Trump et les Républicains pour le défaire? Il est en danger, ça va juger à l'aune de la politique de Donald Trump. Déjà, première chose qui est quand même assez confuse, on a du mal à pouvoir l'apercevoir. Il est en danger, il faut savoir que pour la première fois depuis maintenant 2007, les Républicains ont la majorité à la Chambre des représentants et également au Sénat. Donc forcément, ils vont avoir les coups des franches pour certaines réformes. On l'a vu déjà dès hier où ils ont sorti l'artillerie lourde avec ce système qui va leur permettre de revenir d'un seul coup peut-être sur plusieurs lois qui ont été adoptées à la fin du mandat de Barack Obama. Voilà, on sait bien sûr qu'aux États-Unis, le système est différent. Il y a des minorités de blocage qui sont possibles par les démocrates. Cela rend les choses plus compliquées, mais en tout cas, effectivement, ils ont quand même beaucoup de pouvoir. Ils l'ont prévu. Et d'ailleurs, James, vous disiez, peut-être dès le premier jour, il va y avoir des executive orders, c'est-à-dire des décrets présidentiels. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que, vous le disiez, effectivement, Barack Obama, en fin de mandat, s'est retrouvé avec une chambre à 100% républicaine. Donc, il a dû gouverner beaucoup par décret. La particularité des décrets présidentiels américains, c'est qu'ils peuvent être défaits. Une fois que le président n'est plus aux affaires, eh bien, il suffit de prendre un décret inverse et ça se termine. Ce n'est pas de la loi. Donc tout ce qui a été pris par décret est très facile à défaire. Après, politiquement et dans la réalité, ça peut être plus compliqué. Alors, l'Obamacare, c'est quand même aussi, ça fait partie de l'héritage Obama. Est-ce que l'Obamacare va être défait aussi rapidement que ce qui est annoncé?
Alors c'est pas si évident que ça, parce que le problème de défaire l'Obamacare de manière brutale, c'est que des tas de gens se retrouveraient sans couverture santé, si ça se fait du jour au lendemain. Donc ce que commencent à dire les républicains, c'est qu'on ne peut pas tout défaire d'un coup, parce que si on défait tout d'un coup, eh bien, il y a des contrats d'assurance qui ne fonctionneront tout simplement plus. Les gens, enfin bref, il y a une crainte qu'il puisse y avoir le chaos. Maintenant, il y a une volonté de le faire, et cette volonté est dictée notamment par le fait qu'il y a beaucoup de bénéficiaires de l'Obamacare, mais pour d'autres qui ne bénéficient pas pleinement de l'Obamacare, donc qui n'ont pas les subventions de l'État, eh bien, les primes d'assurance ont explosé, la couverture a diminué. Mais il y a ce que dit Donald Trump, c'est qu'il y a déjà des mesures au sein d'Obamacare qu'il veut conserver. Par exemple, le fait que la couverture des parents soit étendue aux enfants jusqu'à leurs 26 ans. Ça, c'est quelque chose qui était nouveau dans Obamacare et qui va être maintenu. En tout cas, c'est ce que dit Trump. Une fois de plus, c'est vrai qu'on ne sait jamais exactement ce qu'il va faire en vrai. Mais bon. Et par ailleurs, il y a l'interdiction aux assurances de refuser une couverture à une personne en raison de son état de santé. Donc ça aussi, c'est quelque chose sur lequel Trump dit qu'il ne reviendra peut-être pas. Mais ce ne sera pas du jour au lendemain. Il n'y a plus d'Obamacare. Ça va être plus compliqué que ça. Mais la volonté politique est là, et ça a été clairement prouvé voilà, au Sénat. Et si on fait un peu de prospective, d'ailleurs, on voit aussi qu'entre Trump et les Républicains, ça risque à la Chambre et au Sénat, ça risque d'être un peu tendu. Il y a certainement beaucoup d'autres dossiers qu'on pourrait aborder, notamment peut-être les espoirs déçus dans la communauté noire. Peut-être un dernier mot très rapidement, parce que c'est la fin de l'émission. Très rapidement, le problème, c'est que Obama est un président des États-Unis, il n'est pas magicien. Donc c'est vrai que si vous voulez, quand il est arrivé, il a suscité énormément d'espoir. J'étais moi-même d'ailleurs à George University, qui est une université à Washington qui est très connue, qui est la Harvard noire, comme on la surnomme. C'était quelque chose d'incroyable. Les gens étaient absolument hystériques quand il a été élu. C'était un plafond de verre qui était brisé. On pouvait avoir un président des États-Unis noir, donc un homme le plus puissant du monde libre, noir, quelque chose de très très fort qui a suscité une énorme émotion. Bon, évidemment, 8 ans plus tard, eh bien, les problèmes de pauvreté dans les communautés noires n'ont pas forcément disparu, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a eu tous les problèmes Black Lives Matter, c'est-à-dire effectivement tous ces accidents de police vis-à-vis de personnes noires, avec finalement pas de réelles conséquences sur le plan judiciaire. Toutes ces choses qui font que aujourd'hui la communauté noire est déçue d'Obama, parce qu'il avait lancé une vague incroyable et que finalement, derrière, il n'y a pas eu tout le changement escompté, mais il y a quand même eu des changements. Je vous remercie beaucoup, James Randé. On pourra vous retrouver d'ailleurs pour l'inauguration de Donald Trump en direct de Washington. Merci beaucoup, Baptiste Falvoz. Voilà, c'est la fin de cette première partie. On marque une courte pause et on se retrouve d'ici quelques minutes.